sujet d'actualité à la FEAP, il se passe plein de choses. Et on a besoin de faire le point justement avec vous, la présidente et le directeur général de la FEAP. Alors vous avez mené une campagne de communication coup de poing cet été avec en ligne de mire les EHPAD. Je vous propose d'ailleurs qu'on regarde un petit peu cette campagne de communication. Regardez cette vidéo. La loi grand âge encore repoussée pour des questions budgétaires. Pyrénées-Atlantiques, 11 nouveaux cas de maltraitance dans un EHPAD. Sandrine, aide-soignante, n'arrive plus à finir ses fins de mois. Mais comment en est-on arrivé là? Nous, à la FEAP, on est plusieurs milliers. Ce qui nous fait lever le matin, c'est la qualité de vie de nos aînés. Prendre soin d'eux aujourd'hui, c'est prendre soin du monde de demain. Mais rien ne bouge. Manque de moyens, manque de personnel, 28 résidents d'un EHPAD encore mis à la porte. Alors, on voulait crier très fort. Et après avoir crié, on a trouvé une idée pour faire bouger les lignes, pour réveiller les esprits endormis. On s'est dit qu'on allait envisager le pire, tout laisser tomber, tout brader. Parce que nous, aux avant-postes, on voit bien que dans pas longtemps, tout va disparaître. Alors, on a fait des fausses petites annonces pour une vraie cause. Et on les a diffusées à des millions de personnes. On a commencé en se bradant nous-mêmes, en proposant nos services, jardiniers, dog-sitters ou déménageurs. Puis, on a fait semblant de brader le foncier. Et pour finir, liquidation de tout le matériel. Alors, ensemble, faisons en sorte que ces fausses petites annonces d'aujourd'hui ne deviennent pas la réalité de demain. En 2050, nous devrons nous occuper de 2 fois plus de personnes en perte d'autonomie. S'il vous plaît, notre message, partagez-le et demandez à vos élus d'agir. Dites-moi, Marie-Sophie, c'est quand même pas le genre de la maison, de la FEAP, de faire des campagnes de communication un peu coup de poing. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Pourquoi vous avez voulu enclencher un petit peu ce pas de côté? Est-ce que ça va se pérenniser aussi? Non, c'est vrai, c'est pas habituel, mais en même temps, la situation est grave. La situation est grave parce que le secteur grand âge, globalement, est en difficulté majeure pour pouvoir recruter des professionnels et pour pouvoir équilibrer simplement financièrement les comptes. Donc la question du risque de disparaître existe vraiment, et on a l'impression que finalement pas grand monde ne le prenait en compte. Alors les politiques nous disaient oui c'est vrai, vous êtes en difficulté, etc. Et so what, quoi. Il ne se passait pas grand-chose. Donc on s'est dit effectivement qu'il fallait peut-être changer un peu la manière de communiquer et de montrer qu'on arrivait vraiment à une situation où on allait s'arrêter. Et ce message-là, pour nous, il était bien sûr vis-à-vis des pouvoirs publics, mais il était aussi vis-à-vis de la société, parce qu'on a quand même un peu l'impression que, globalement, personne ne mesure le mur démographique devant lequel on est et les difficultés auxquelles nous sommes confrontés tous les jours pour prendre soin des aînés et de celles et ceux qui sont grands-parents, arrière-grands-parents, j'allais dire, de toute la population. Alors on le sait, le secteur du grand âge ne va pas bien. Il a été étonnamment absent du discours de politique générale de notre nouveau Premier ministre Michel Barnier. Nous venons d'entrer dans les discussions du PLFSS, donc c'est le projet de loi pour le financement de la sécurité sociale, avec un temps de préparation et de concertation vraiment réduit, dans une ambiance de réduction tous azimuts des coûts, ça c'est clair. Est-ce que vous pouvez nous rassurer aujourd'hui, Charles Guéprat, ou en tout cas nous en dire un peu plus? Et au vu du PLFSS, que peut-on dire des grands secteurs couverts par la FEAP? Alors d'abord, bonjour à tous et merci d'être aussi nombreux aujourd'hui. C'est un grand plaisir de vous retrouver tous ici à Ajaccio. Alors, vous assurez de notre soutien, ça c'est sûr. Vous rassurez sans doute un petit peu moins, puisque les nouvelles sont un peu anxiogènes. Et vous l'avez rappelé, les modalités de préparation de ce budget sont inédites
pour le dire poliment, en termes de préparation, de concertation, de co-construction. On a l'habitude, malgré tout, de travailler un peu plus sur le fond des sujets au moment de l'été. Et cette année, ça fait 10 jours qu'on travaille réellement sur les sujets. Donc, sans revenir sur ce que la présidente indiquait, sur notre très forte alerte sur la situation du grand âge, évidemment, le PLFSS est un levier d'action important pour nous, pour porter des modifications dans l'organisation, dans le financement du système de santé au sens large. Alors, si je parlais du grand âge, évidemment, on peut penser notamment au sujet de la gouvernance et de la gouvernance du système qui dysfonctionne et qui ne permet pas aujourd'hui d'assurer à la fois la mise en œuvre des politiques publiques de manière correcte et surtout au-delà de garantir un équilibre du modèle économique permettant son développement. Donc pour nous, une vraie inquiétude autour de la nécessité d'une refonte d'un modèle économique, c'est ce qu'on est en train de porter dans le cadre du PLFSS sur les sujets grand âge. Et je n'oublie pas, puisqu'on parle plutôt des EHPAD, je n'oublie pas aussi la dimension domiciliaire, avec la nécessité, depuis l'année dernière, on a accompagné le principe de la réforme de la fusion entre les SIAD et les SAD, mais d'accompagner cette réforme en l'assouplissant et en la rendant opérationnelle, puisqu'aujourd'hui, il y a énormément de dysfonctionnements sur le terrain pour mettre en œuvre de manière coordonnée et cohérente, je dirais, cette réforme. D'autres sujets aussi nous préoccupent, au-delà évidemment de la question du grand âge. Je souhaite évidemment parler des questions de handicap. Alors, toute proportion gardée, on pourrait se dire que c'est un peu mieux de ce côté-là, puisque la dynamique qui avait été lancée autour des 50 000 solutions, elle se poursuit, et d'après les dires du ministre, mais peut-être qu'il nous en dira plus dans quelques minutes, elle va s'intensifier. Donc ça, on ne peut que saluer que l'État garde la ligne, en tout cas la ligne de conduite qui était la sienne sur ces sujets. Alors, nous sommes un peu plus circonspects sur les questions de la réforme Séraphin-PH, une réforme sans accompagnement financier, à coût zéro, comme on dit. Est-ce qu'on est vraiment capable de mener cette réforme qui dure depuis maintenant des années et qui n'a pas connu le début d'un commencement de réalité opérationnelle? Donc, est-ce qu'il faut continuer dans cette voie? Je crois que là, pour le coup, peut-être qu'on n'est pas tout à fait d'accord avec les pouvoirs publics sur ce sujet. Idem, grand questionnement dans ce PLFSS qui est assez déceptif, vous pouvez le lire, ça va vous prendre une dizaine de minutes si vous enlevez les pages du début. Rien sur la transformation du modèle économique des ESAT, qui sont aussi des sujets sur lesquels il y a beaucoup d'attentes et vraiment des sujets sur lesquels il faut qu'on puisse aller au-delà. Dans nos sujets, et je terminerai sur les sujets sanitaires, mais dans les autres sujets médico-sociaux et sociaux qui nous préoccupent, on peut dire quand même que la question de l'enfance, de la petite enfance et de la protection de l'enfance, alors, ne sont pas présents dans le PLFSS, mais ce n'est pas une raison pour ne pas en parler, dire qu'il y a eu un focus quand même extrêmement important cette année sur ce sujet, notamment des crèches, avec la mise en lumière médiatique qu'on a pu tous connaître. Ça a été l'occasion pour nous de redire que le secteur dit associatif, c'est comme ça qu'il est décrit maintenant dans la presse, des crèches était le bon modèle, un modèle qui était à la fois porteur de qualité en termes d'accompagnement, mais aussi en termes d'équilibre économique, et que ce modèle devait être absolument consolidé et conforté sur fond d'une très grande difficulté d'attractivité. On a 30% de postes vacants sur des secteurs accompagnant jeunes enfants, sur les éducateurs. Et il faut absolument que les petits efforts qui ont été menés déjà en 2024 pour faire un petit Ségur ou un 50-60% de Ségur du côté de la petite enfance, il n'y a pas de raison que ce secteur-là n'ait pas le Ségur comme tous les autres secteurs de la fédération ou les secteurs que nous couvrons. On a une approche de convention collective unique. Il faut que ce soit aussi unique sur ces sujets-là. Idem sur protection de l'enfance, où la situation est dramatique, on peut le dire, avec près de 400 000 enfants qui sont en attente et en besoin d'accompagnement aujourd'hui en France, et une politique publique qui n'est pas du tout à la hauteur des enjeux. Et je terminerai, un mot quand même sur le sanitaire, beaucoup d'enjeux là aussi, PLFSS. Alors, quelques objets de satisfaction, le fameux coefficient de minoration dont on avait parlé l'année dernière à peu près à la même époque, sera bien supprimé en 2024. Donc ça, c'est une grande victoire pour
un début d'équité de traitement, on va dire, ou une convergence de traitement entre le public et le privé solidaire. Néanmoins, comme d'autres, nous pouvons que regretter qu'il y ait 1 milliard d'euros qui soit ponctionné au titre des retraites des fonctionnaires hospitaliers pour tenter de rééquilibrer le régime de retraite. Donc ce n'est pas les hôpitaux publics qui vont prendre cet argent, c'est la caisse de retraite des fonctionnaires hospitaliers et territoriaux. Et que ce milliard d'euros, c'est 1 milliard sur 3 milliards d'augmentation. Donc il y a 30% de l'enveloppe qui est préemptée, ce qui veut dire que quand on tire le fil jusqu'au bout, on pourrait avoir des tarifs négatifs, donc on pourrait arriver à s'appauvrir l'année dernière. Donc en faisant le même travail, on gagnera moins l'année prochaine que cette année. Et ça, c'est totalement inacceptable. Oui, et peut-être pour compléter sur ce que dit Charles, bien évidemment, dans ce cadre-là, on essaie d'y aller ensemble. Et donc, il y a un travail qui se fait actuellement avec l'ensemble des fédérations hospitalières sur le champ donc, du sanitaire. Mais nous travaillons également avec, dans le secteur médico-social et social, avec le nouveau comité de liaison permanent, où Yann Exem, je salue son directeur général, et l'UNIOPS notamment, pour essayer de porter ensemble des amendements selon la logique de si on est unis, on est certainement plus fort. On parle de la CCU. Je voulais juste ajouter un point, pardon. Je vous en prie. Un point de satisfaction, parce qu'en plus, il est transversal et il représente bien ce que notre fédération est aujourd'hui dans le système de santé. La mise en lumière de la grande cause nationale autour de la santé mentale, Oui. est un vrai sujet de satisfaction et c'est une belle victoire. Alors, ce n'est pas la nôtre, c'est une victoire collective, ce que disait Marie-Sophie à l'instant. On était à l'origine du collectif qui essayait de pousser depuis quelques mois à ce que cette question centrale soit mise au milieu du débat. Et aujourd'hui, de voir cette reconnaissance, c'est à la fois la reconnaissance de nos structures de psychiatrie, de nos structures sanitaires, on va dire, habituelles, mais c'est surtout la visibilisation et la visibilité des handicaps psychiques. Et donc, on n'est pas du tout dans une réponse hospitalière ou dans un secteur. On est vraiment sur l'ensemble du champ, le médico-social, le sanitaire, le social. Et pour nous, c'est une belle victoire et on espère qu'on pourra beaucoup profiter avec l'ensemble des équipes de cette occasion de mettre ce sujet en avant qui est souvent un peu mis de côté. Je pense que c'était important de le souligner. Effectivement, c'est une belle occasion. Parlons maintenant de la CCUE, la fameuse, la Convention collective unique étendue. Alors le chantier, c'est un chantier, on peut dire ça comme ça, ça se poursuit. Un accord très attendu a été signé le 4 juin dernier. Il n'est pas appliqué. Que comptez-vous faire pour obtenir justement les financements, Marie-Sophie? Alors c'est peut-être un peu excessif de dire qu'il n'est pas appliqué. Il est partiellement appliqué, puisque en réalité, donc, il y a eu effectivement deux accords, en fait, le 4 juin. Un premier accord qui était sur l'accord de méthode pour dire on peut continuer à aller sur la convention collective unique. Et puis, cet fameux accord du 4 juin. Alors, qu'est-ce qui se passe en réalité? Il se passe qu'aujourd'hui, l'État agrée des accords qui sont passés par Access. Il agrée des accords pour l'ensemble des financeurs. C'est opposable à l'ensemble des financeurs. Alors évidemment, quand c'est l'État qui parle, au moins dans sa version financement agence régionale de santé, les délégations de crédit se sont faites et en fonction des régions, c'est en train effectivement d'arriver dans les établissements et les services. Mais en fait, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce qu'il y a un certain nombre d'autres financeurs. Alors d'abord des financeurs aussi de l'État. Donc on peut penser par exemple à tous les dispositifs qui sont financés par le Fonds d'intervention régionale. Et donc Access a écrit à l'ensemble des financeurs, on a fait plus de 700 lettres, pour expliquer à chacun qu'ils étaient concernés par l'accord, ce sur quoi il était concerné par l'accord, et donc sur la nécessité effectivement de mettre en œuvre les financements. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui bloque le plus, ce sont les collectivités territoriales. Voilà. Donc ce sont les régions et ce sont les conseils départementaux. Aujourd'hui, à nos courriers, côté conseils départementaux, on a peut-être 10 qui ont répondu sur 100.
qu'ils allaient appliquer. Donc là, effectivement, on peut considérer que nous avons une vraie difficulté. Donc on a remobilisé le ministre Paul Christophe sur cette question-là, parce qu'objectivement, c'est de la responsabilité de l'État. Nous portons également avec Nexem un amendement au PLFSS pour rendre opposable la garantie de financement. Elle l'est déjà, mais techniquement, de renforcer son aspect donc, opposable. Et puis surtout, on plaide une modification totale de la gouvernance en disant on ne peut plus être la variable d'ajustement de désaccord entre des financeurs publics. Et donc, il faut que les crédits qui arrivent dans nos établissements et services viennent de la 5e branche et qu'ensuite, ils se débrouillent entre État et collectivités territoriales pour savoir qui paye quoi. Qui paye quoi? C'est toujours la question. C'est toujours l'autre qui doit payer. Charles, est-ce que vous êtes satisfait vous, de l'avancée de ces travaux de la CCIE? Est-ce que vous pouvez aussi nous donner nous parler des travaux sur la classification, rémunération et l'organisme paritaire de prévention? Alors oui, ça a été une année, on l'a rappelé, très riche et avec des excellents résultats. C'est la mise en œuvre qui patine, mais le principe et les premiers fonds baptismaux, je dirais, de la CCIE ont bien été posés en 2024, notamment à travers l'accord de méthode et notamment à travers le dialogue, certes complexe au premier semestre avec le gouvernement précédent, mais qui a permis de commencer à tracer une trajectoire et des perspectives. Maintenant, de manière un peu triviale, on va dire, où sont les sous pour qu'on puisse avoir les moyens de nos ambitions, puisque tous les moyens qui sont à notre disposition, ils nous viennent des pouvoirs publics. Donc on n'est pas une branche qui discute avec des employeurs, qui décident d'augmentation et de répartir leurs éventuels bénéfices. Ça n'existe pas chez nous. Nous, on est dépendant d'une enveloppe et d'une visibilité financière de la part des pouvoirs publics. Et donc, le moment important est en train d'arriver, en tout cas c'est ce qu'on croit, de relancer cette discussion, alors qui a été extrêmement perturbée par les événements politiques des dernières semaines, puisque on était moi, comme tu dis, on était en attente de cette discussion un peu importante, là, au mois de septembre. Et en septembre, on n'avait pas de ministre. Début septembre, il n'y avait pas de ministre pour nous répondre. Là, on est lancé dans un PLFSS avec les contraintes qu'on connaît. Donc, on est dans cette attente. On continue les négociations. Il y a des séances de négociation toutes les 3 semaines. Il y a une CMP il y a quelques jours encore. Donc, les travaux continuent, mais on va avoir besoin, pour pouvoir avancer, d'avoir une visibilité et d'entendre si les pouvoirs publics veulent soutenir cette démarche. Et c'est vraiment l'élément, je dirais, central pour le bloc classification, rémunération et temps de travail. Néanmoins, on peut quand même se satisfaire d'abord que les choses se poursuivent et que la dynamique est toujours installée. Ensuite, il y a des choses qui s'accélèrent et des choses sur lesquelles on va être sans doute précurseur. Je pense notamment, vous l'avez cité, à l'organisme paritaire de prévention. Il y a quelques jours, là encore, hier ou avant-hier, l'association EETH, qui s'occupe notamment des obligations sur le travail des personnes en situation de handicap, a modifié ses statuts pour pouvoir accueillir dans son organisation, dans son objet social, les questions de prévention des risques. Et on peut remercier l'ensemble du conseil d'administration et la direction de OETH, puisqu'il y a une très grande réactivité pour avoir transformé ces statuts qui vont nous permettre de préfigurer cet organisme paritaire de prévention. Alors tout ça, ça paraît un peu ésotérique et peut-être un peu hors sol. C'est très concret. Il y a des milliards d'euros à aller chercher sur un fonds d'indemnisation de la pénibilité au travail et ces milliards d'euros ne sont pas utilisés. Madame Panosian, la ministre du Travail, nous a dit « mais les branches, saisissez-vous de cet argent qui est à votre disposition pour limiter, prévenir la pénibilité, prévenir l'usure professionnelle. » Et nous, dans quelques jours, alors quelques semaines, sans doute au début de l'année 2025, mais c'est demain, on sera en mesure de lancer les opérations de cette OPP Access pour accompagner sur le terrain, c'est du réel, envoyer des équipes dans chaque établissement, c'est l'enjeu, pour accompagner la prévention des risques professionnels et améliorer notre sinistralité, améliorer la qualité de vie au travail de l'ensemble de nos 380 000 salariés. C'est absolument essentiel et ça, c'est aussi une victoire du chantier de la CCIE. Alors, le climat politique est très instable, c'est la valse des premiers ministres, des majorités, on ne sait plus laquelle est exactement.
Est-ce qu'à la FEAP, du coup, vous avez le loisir, la possibilité de penser le temps long, de penser stratégie face à cette instabilité politique? Je ne sais pas si on a le loisir, parce que nous sommes quand même beaucoup dans les enjeux du quotidien, immédiat, dans la défense des difficultés rencontrées par les adhérents, j'allais dire dans tous les secteurs. Il ne faut pas croire qu'il y ait un secteur qui se porterait mieux aujourd'hui dans notre système de santé. Et donc, les équipes de la direction générale sont d'abord mobilisées, et le conseil d'administration également, sur tenter de répondre et de porter les préoccupations des adhérents au niveau national, que ce soit côté gouvernement et que ce soit maintenant côté Parlement, puisque nous avons désormais un Parlement ou une Assemblée nationale avec de nouveaux élus. Mais pour autant, on n'en a pas le loisir, mais on considère que c'est une obligation que de continuer à penser donc le temps long. Et nous avons donc avec le conseil d'administration eu un séminaire courant septembre, justement pour essayer d'analyser la situation et de voir comment on pouvait quand même continuer à s'inscrire avec un certain nombre de priorités qui ne sont pas forcément que le quotidien, mais qui peuvent aider à la transformation du système de santé et de la réponse que l'on peut apporter. Alors, 4 grands axes sont sortis de ce séminaire du conseil d'administration. Le premier axe, ça va étonner donc personne, mais pour nous, c'est quand même un élément majeur, qui est de poursuivre le combat sur l'équité de traitement. C'est-à-dire, à mission de service public ou d'intérêt général équivalent, nous demandons les mêmes financements. Donc, on n'y est pas encore. C'est donc du travail de temps long. On a eu des victoires en 2024. On voit bien que sur, par exemple, la différence de rémunération de professionnels entre le secteur public et le secteur privé solidaire, il y a un décrochage sur lequel qu'on ne peut pas accepter et sur lequel il faut qu'on continue à travailler. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, il est sur la question du choc de simplification dont on a besoin aujourd'hui. On parlait tout à l'heure des problématiques de financement pour le Ségur. On a eu la table ronde tout à l'heure sur la question de la complexité des territoires. On ne peut pas continuer comme ça. Notamment si aujourd'hui il y a des difficultés globalement budgétaires. Il faut dans ce cas-là être en capacité de refaire confiance aux acteurs, et si on leur fait confiance, eh bien, il faut simplifier drastiquement les règles pour nous permettre, d'être réactifs, agiles, et pour le coup, c'est l'ensemble de l'État et de l'ensemble de la chaîne qui est concerné par cette logique de simplification. Rappelons-nous, on oublie rapidement, mais dans la période Covid, on a su quand même simplifier beaucoup et refaire confiance aux acteurs de proximité. Ça s'est perdu, je ne sais où. Donc, si on est effectivement dans des logiques où il faut avoir une logique d'amélioration de la qualité de la réponse dans un contexte qui est durablement plus restreint, choc de simplification. Troisième élément sur lequel nous, on continue à s'engager, c'est la question quand même de la transformation de l'offre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que dans un contexte comme celui-là, on se replie et on se mette en défensif. Et on voit bien que tout le Congrès va être aussi autour de ces questions-là. C'est comment on continue à montrer notre agilité. C'est quand même la force de notre secteur, cette capacité toujours à innover et à s'adapter aux réponses. Donc, ce point-là est important. Et puis le dernier, on a commencé par là, cet entretien, je vais terminer par là, le grand âge. Donc, je rappelle ce mur démographique.
Et honnêtement, personne n'est à la hauteur de la réponse. Et clairement, les pouvoirs publics et les élus ne sont pas à la hauteur du défi auquel on va être confronté. Donc, vous voyez, on a comme ça donc, 4 grands axes sur lesquels le conseil d'administration, la direction générale, avec l'ensemble des adhérents, nous allons nous atteler à poursuivre cela. Avec voilà, des choses qui se sont réalisées quand même, de nouveaux outils. On a un fonds de dotation Novap qui s'est créé en 2024, qui devrait permettre de sortir maintenant un certain nombre de choses en termes d'innovation. On est en train de refondre complètement les trophées de l'innovation, qu'on va poursuivre bien sûr, mais qu'on va rénover, notamment pour être beaucoup plus dans ce que personne ne sait bien faire en réalité, c'est comment on diffuse et on capitalise les bonnes idées qui existent partout. Et donc les trophées, c'est une bonne manière de donner de la visibilité. Ça n'a pas complètement permis quand même la diffusion. Et donc il faut qu'on continue à travailler sur ces sujets-là, parce que la FEAP, c'est ça. La FEAP, c'est l'innovation et l'agilité. Innovation et agilité. Avant la pause, un message que vous voulez transmettre aujourd'hui aux congressistes. Tenez bon. Allez-y, tenez bon. Sur quel angle on tient bon? Honnêtement, sur tous les angles. Quand on voit effectivement, quelle est la situation auquel concrètement les uns et les autres on est confrontés dans nos établissements et dans nos services, dans nos territoires, je crois qu'on a vraiment... C'est quand même la force de notre secteur privé solidaire qui a toujours essayé de répondre aux difficultés, qui a toujours essayé de répondre aux personnes qui avaient le plus de besoins. Il faut que cet objectif-là, on le poursuive, voilà, malgré des vents contraires. Redites-le avec énergie, j'adore votre tenez bon. Tenez bon. Voilà. Allez, c'est la pause.